Yo mes rides, je me demandais si j'allais vous faire une nouvelle vidéo à sortir comme ça en plein cœur de l'été, au moment où beaucoup sont en vacances et où les stats de la plateforme fondent comme neige au soleil, ou plutôt comme une vieille glace à la vanille éclatée sur un trottoir sous un soleil de plomb. Puis je me suis dit qu'une petite vidéo sur un post Reddit bien glaçant, ça pourrait vous rafraîchir pendant cette période estivale. Et je vais vous la faire courte, je vous ai préparé un petit mini-berg de l'été avec 3 histoires Reddit très différentes mais qui ont en commun d'être particulièrement sombres. Alors sortez un Mr Freeze du frigo et posez-vous tranquillement car on est parti sans générique. On commence directement l'exploration de cet iceberg rachitique avec une histoire que j'ai intitulée Old Photos et qui est particulièrement perturbante sur le plan psychologique. Ce post est partagé le 27 octobre 2017 sur r/relationships, un subreddit sur lequel les redditeurs échangent des conseils ayant trait aux relations interpersonnelles. Et c'est ici qu'on va faire connaissance avec la redditrice Neurobiological Fever, une rencontre que vous n'êtes pas prêt d'oublier, a fortiori si vous êtes un brin sentimental. Voici le titre de son thread. Il y a des années, j'ai jeté de vieilles photos de mon mari avec son épouse décédée. Il vient de le découvrir et me déteste à cause de ça. La redditrice, qui est âgée de 35 ans, explique qu'elle a rencontré son mari il y a de cela 4 ans et que ça a été un vrai coup de foudre. Il était veuf avec une fille qui a maintenant 17 ans. La situation n'était pas évidente, je ne vais pas mentir, mais je voulais tellement être avec lui que ça n'avait pas d'importance. On s'est mariés il y a 2 ans et nous avons eu nos difficultés, je ne vais pas le nier. Mais dans l'ensemble, on a un mariage heureux et rempli d'amour. Au début de notre relation, j'étais vraiment jalouse de sa défunte épouse. Il avait des photos d'elle partout dans la maison, sa famille l'adorait et elle parlait d'elle. Sa fille faisait de même et pareil pour ses amis. C'était dur. Je me comparais sans arrêt à elle. Elle était belle, intelligente, accomplie. C'était une mère, une amie, une épouse géniale. Tout ce que vous pouvez imaginer. Je sais que les gens ne disent pas du mal des morts, mais je les crois quand ils disent ces choses-là à propos d'elle. L'OP explique qu'elle en a parlé à son futur mari, qui a fini par retirer certaines des photos des murs. Surtout, elle explique qu'elle avait toujours l'impression d'être dans la maison de son ex-femme, un sentiment dont on peut comprendre qu'il soit assez perturbant, même si être jalouse d'une morte a quand même quelque chose d'un peu déplacé. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais écoutez la suite de l'histoire. Quand on s'est fiancés, on a décidé d'acheter notre propre maison et d'y emménager juste avant de nous marier. Pendant le déménagement, j'ai trouvé de nombreux cartons avec de vieilles photos et d'autres objets. Des photos de son ex-femme, des photos de famille, des photos d'eux ensemble, des photos de bébés, etc. Certaines étaient des Polaroids tellement elles étaient anciennes. Ils avaient été ensemble pendant de très nombreuses années et avaient tellement d'histoires en commun. Je ne sais pas pourquoi j'ai craqué à ce moment-là, mais c'est arrivé. J'ai jeté toutes les photos où elle apparaissait. Quand on a accroché les photos dans la nouvelle maison, j'en ai mise aucune avec elle, à l'exception d'une seule où elle est avec ma belle-fille. Il y avait aussi une boîte avec ses affaires et j'en ai donné quelques-unes et j'ai jeté le reste. J'ai même été jusque sur l'ordinateur de mon mari pour supprimer les photos qu'il avait d'elle dessus. Mais non, qui fait ça? Non seulement elle jette les photos physiques, mais elle pousse le vice jusqu'à effacer les photos numériques. What the f... À l'époque, je me sentais peut-être victorieuse. Je ne sais pas vraiment ce que je pensais accomplir en faisant ça, mais je l'ai fait. Les 2 dernières années, mon mari n'a rien remarqué. Ma belle-fille va bientôt avoir 18 ans, c'est une fille très intelligente. Elle a obtenu son diplôme en avance, va dans une très bonne école, et elle s'est très bien ajustée pour quelqu'un qui a perdu sa mère si jeune. Nous n'avons, cela dit, jamais été très proches. Je tiens à elle, vraiment, mais elle ne s'est jamais ouverte à moi et ne m'a jamais considéré comme une mère. Je comprends, même si ça me fait mal. Quoi qu'il en soit, la mère de mon mari voulait des photos d'elle, car elle organisait un événement en son honneur. Il est allé les chercher, et comme vous pouvez l'imaginer, il n'en a pas trouvé. Il m'a demandé où étaient ses photos, et je lui ai tout avoué, car je ne voulais pas lui mentir. Il est très en colère contre moi, au point qu'il arrive à peine à me regarder. Je lui ai proposé de consulter un conseiller conjugal, mais il refuse. Je suis maintenant enceinte de 13 semaines et j'essaye de gérer le stress. Lui est dévasté non seulement pour sa fille, mais aussi pour lui-même. Je sais qu'il aimait beaucoup son épouse décédée et que si elle était encore là, il serait probablement toujours avec elle. Il est en larmes la moitié du temps quand il me parle et refuse de dormir dans la même chambre que moi. J'ai essayé de lui expliquer que je me sentais coupable depuis tout ce temps et pourquoi je l'avais fait, mais il s'en fiche. Il m'a demandé ce qu'il était censé dire à sa fille. Certaines des choses que j'ai jetées ou données étaient vraiment très importantes. Je sais que j'ai déconné et que je dois me racheter auprès de mon mari et de sa fille, mais je ne sais pas comment faire. C'était une faute monumentale de ma part. J'ai toujours été jalouse d'elle et je n'ai pas bien géré mes émotions. J'ai essayé de retrouver des photos d'elle auprès d'autres personnes et bien que j'en ai trouvé quelques-unes auprès de sa famille et de ses amis, ses propres parents sont morts quand elle était jeune et elle a été élevée par ses grands-parents qui sont maintenant décédés eux aussi. Il n'y a pas beaucoup de photos d'elle à récupérer. Et elle finit en demandant conseil à Reddit car elle veut arranger les choses.
Mais là, à moins de pouvoir voyager dans le temps, difficile de réparer les dégâts. Et comme vous vous en doutez, certains redditeurs la lynchent en commentaire. Voici le plus upvoté qui résume assez bien le sentiment général. Tu as plus que déconné, tu savais exactement ce que tu faisais. Non seulement tu as jeté des photos qui ne pourront jamais être remplacées, mais tu as privé ta belle-fille de l'une des choses les plus importantes qu'elle puisse avoir, des souvenirs de sa mère. Peu importe à quel point tu étais jalouse et en manque de confiance en toi, tu as placé tes sentiments à propos d'une femme décédée au-dessus de ceux de l'homme et de l'enfant que tu étais censé aimer. Je ne dirai jamais cela en temps normal, mais j'espère qu'il divorcera. Ce que tu as fait est impardonnable. D'autres lui disent qu'elle devrait suivre une thérapie car sa jalousie et son impulsivité sont complètement disproportionnées et clairement destructrices. Ou lui expliquent encore que si elle n'était pas capable d'accepter le passé d'un veuf, elle n'aurait jamais dû se mettre avec lui. Ce qui paraît sûr, c'est que même si son mari parvient à lui pardonner, une fois que sa belle-fille saura ce qu'elle a fait, elle la détestera éternellement. Et franchement, de votre côté, est-ce que vous pourriez pardonner quelqu'un qui a fait ça ? Certains des redditeurs se font peu d'illusions, comme Essential Pseudonym qui dit ceci. En plus de tout ce que les autres ont déjà souligné, je suis sûr que ton mari a également le cœur brisé à propos de votre propre relation. Sa perception de toi en tant que personne aimante est détruite. L'image d'un mariage heureux avec un bébé qui arrive bientôt est partie en fumée. Il a perdu en même temps les souvenirs de sa première épouse et son amour pour sa seconde. Et il s'en veut probablement de t'avoir introduit dans la vie de sa fille et de l'avoir blessé en conséquence. Ce que tu as fait a brisé sa vie d'une multitude de manières. Avec cette première histoire, vous avez sans doute eu une petite dose d'horreur psychologique. Mais pour ceux qui l'auraient trouvée trop inoffensive, entre guillemets, celle qu'on va voir maintenant met en scène une perversité autrement plus dangereuse, y compris pour l'intégrité physique de celles et ceux qui en sont victimes. Laissez-moi donc vous parler de Parasite Man. Certains redditeurs décrivent ce texte comme le pire truc qu'ils ont jamais lu sur Reddit. Et si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez pourtant qu'il y a du level sur ce site. J'ai fait des recherches pour remonter jusqu'au post originel du Parasite Man, mais malheureusement il a été effacé, et je n'ai retrouvé ni le pseudo du redditeur, ni le thread d'origine. Tout ce que je sais, c'est que son message a été posté sur le subreddit r/confession, et que si vous souffrez d'helminthophobie, vous feriez mieux d'arrêter la vidéo. Maintenant que vous êtes prévenus, voici la confession en question. Mon obsession blesse les gens autour de moi. C'est aussi mon fétiche, mais cela va encore beaucoup plus loin que ça. Je vais essayer d'expliquer cette obsession du mieux que je peux, en expliquant comment elle a commencé. En gros, quand j'étais jeune, j'ai attrapé des oxyures, des vers intestinaux. C'était une sensation étrange et les démangeaisons étaient douloureuses. Alors mes parents m'ont emmené voir le docteur et il m'a donné des médicaments pour me soigner. Cet événement est ce qui a déclenché mon obsession. L'idée que mon corps puisse être leur univers entier, leur moyen de survie, presque comme une sorte de planète, c'était tellement fascinant. Après, j'ai commencé à faire des recherches sur les oxyures et d'autres parasites. J'ai découvert que le corps humain en héberge déjà, comme le démodex sur les cils, et je voulais savoir combien un corps humain pouvait en supporter sans risquer de problèmes de santé graves. Cette curiosité a hanté mon esprit pendant des années. J'ai maintenant 25 ans et je connais tout un tas de choses sur les parasites, puisque je les étudie depuis plus de 10 ans. Je m'infecte aussi volontairement avec des parasites non mortels, parce que cela fait partie de mon fétiche. Certains ont produit de meilleurs résultats que d'autres. Plusieurs m'ont causé des diarrhées sévères et des épisodes de fièvre, tandis que d'autres ont été beaucoup plus tolérables. En ce moment, j'ai des oxyures et des ténias, divers protozoaires non pathogènes et des morpions. Je suis incroyablement masochiste, donc même si c'est inconfortable, j'en retire du plaisir. Tous ces parasites impliquent que je dois manger beaucoup plus qu'une personne normale tout en restant mince. Et pour être franc, cela signifie que je profite beaucoup plus de la nourriture que la plupart des gens. Je garde également plusieurs cultures de punaises de lit et de sangsues dans des containers, et je les laisse parfois se nourrir de mon sang. Cela dit, ce type de parasite n'est pas vraiment ma passion, car ils ne vivent pas en permanence dans le corps humain. Néanmoins, je les trouve tout de même intéressants et plutôt mignons. Bon, petite pause, j'ai fait un iceberg sur les phobies, dont la deuxième partie a une section consacrée aux phobies les plus cauchemardesques. Celle des vers parasitaires est la numéro uno pour moi. L'idée que le type s'infecte lui-même avec une collection de vers, ça me fait me sentir mal, presque physiquement. Mais ça, c'est loin, très loin d'être le pire dans cette histoire, car on n'en est même pas arrivé à la partie confession du post. La voici. Le moment de la confession est venu. Mon obsession et mon fétiche ne se limitent pas à m'infecter moi-même. J'éprouve aussi le désir d'infecter les autres, et c'est ce que je fais. Parfois, mes parasites se propagent d'eux-mêmes vers de nouvelles terres. Ma famille a attrapé des oxyures plusieurs fois sans que je le veuille. Et d'autres fois, je les ai délibérément disséminés. J'ai infecté des inconnus, des amis et même ma propre famille. Je sais que c'est mal, mais je n'arrive tout simplement pas à m'arrêter. Je pense que j'ai des parasites dans le cerveau qui me poussent à les répandre.
Je sais à quel point ça peut paraître fou, mais si vous éprouviez ce sentiment, vous comprendriez. Sérieusement, cette hypothèse est à la fois extrêmement perturbante et peut-être pas complètement folle. Il y a des parasites qui influencent le comportement, le plus connu étant l'Ophiocordyceps unilateralis, qui transforme les fourmis en zombies. La toxoplasmose modifie également le comportement des organismes contaminés, notamment les humains. Il y a même des études sur le sujet. Et vous savez quoi ? On estime que 50% de la population adulte française est infectée. Voilà une statistique rafraîchissante comme on les aime. Bref, l'OP parle de ce qui le pousse à infecter d'autres gens. Peut-être que c'est juste une maladie mentale, ou peut-être que cela vient d'un parasite, je ne sais vraiment pas. Tout ce que je sais, c'est que cela me fait du bien lorsque je le fais. Je ressens un besoin intense de propager mes enfants, et quand je le fais, je ressens du plaisir. J'ai dû disperser des milliers de mes enfants au fil des ans. Parfois, je dépose des œufs de ténia dans les boissons des gens quand je sors en boîte. J'ai aussi attrapé des poux pubiens en ayant des relations avec une femme rencontrée dans la même boîte. Et en échange, je suis presque sûr de lui avoir donné des oxyures. La femme n'était même pas attirante, je voulais juste lui offrir des oxyures. Et au lieu de cela, j'ai en quelque sorte gagné le gros lot en couchant avec elle. J'ai ensuite transmis mes morpions à au moins 4 autres femmes. Parfois, je dissémine également des œufs de verre sur la nourriture des buffets quand je vais dans un restaurant où il y en a. Ah, l'horreur. J'espère que vous n'êtes pas en vacances quelque part où il y a un buffet. Si c'est le cas, j'espère que vous n'y penserez pas en vous resservant une part de purée ce soir. Oui, je comprends que vous trouviez ça répugnant et dérangé. Je trahis en quelque sorte ma propre espèce au profit de mes enfants. C'est dur. J'apprécie les gens et j'ai des amis et une famille formidable, mais j'aime aussi mes parasites et mon fétiche est tout simplement trop difficile à contrôler. Je ne veux blesser personne en faisant ces choses, mais quelque chose de plus fort que moi me pousse à le faire. Je pense qu'il est possible que j'ai dans le cerveau un type de parasite qui n'a pas encore été découvert. Il revient encore une fois sur l'idée, mais c'est peut-être aussi une manière de se déresponsabiliser. Il n'est pas comme dans Futurama, contrôlé par un parasite qui lui suce le cerveau. Bref, Lopé finit le message en disant qu'il sait bien que ça paraît horrible ce qu'il fait, mais il pense qu'à sa place, si on était vraiment dans ses baskets, on ferait exactement la même chose. Et perso, j'adore sa conclusion. J'espère que les personnes à qui j'ai donné mes cadeaux trouveront dans leur cœur la force d'être un peu plus ouvertes d'esprit et qu'elles ne tueront pas mes enfants, mais apprendront à vivre avec, comme je l'ai fait. Malheureusement, le post originel étant perdu, on ne peut pas voir les réactions à cette confession répugnante aussi bien sur le plan physique que moral. Mais en parcourant ceux sous le riposte, j'ai appris quelques faits particulièrement perturbants. Le premier étant que même si ce post était faux, il existe des communautés autour de ce fétiche, où les adeptes partagent leur désir d'être infectés et d'infecter les autres. Ils appellent d'ailleurs le fait de propager leurs parasites offrir des cadeaux. Et bref, je vous ne fais pas un dessin, bien évidemment c'est complètement illégal. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire si d'après vous, cette confession est vraiment le pire truc que vous avez pu voir sur Reddit. De mon côté, je pense que la dernière histoire constitue un bon challenger au niveau de l'horreur. Elle se trouve sous l'entrée F*** Your Coconut, un titre un peu cryptique, et avant de vous la raconter, je me dois de faire une autre mise en garde. Si vous êtes une personne sensible, elle n'est pas faite pour vous, et c'est sans doute l'une des plus tragiquement stupides que j'ai pu lire sur Reddit. Vous êtes prévenus, on y va. Cette histoire est partagée le 16 janvier 2018 par l'utilisatrice Your Coconut sur r/JustKnowMill, un subreddit où les gens postent à propos des belles-mères et des mères qui sont juste horribles. Son message porte le titre suivant : « Tu pourras revenir quand tu me ramèneras ma fille ». Lopé explique qu'elle a découvert ce sub quelques mois plus tôt et que sa thérapeute lui a donné comme devoir d'y poster son histoire, en espérant que cela lui permettra d'atténuer un peu sa souffrance, qui, comme vous vous en doutez, a été causée par les actes de sa mère. La voici. C'est arrivé il y a 12 ans, 2 mois et 13 jours, le mercredi 2 novembre 2005. Mon mari et moi nous sommes mariés en 2002 et nous avons eu notre fils 10 mois plus tard, la même année. Et en mai 2004, nous avons accueilli nos filles jumelles. Ma famille était belle. Chaque fois que je prenais une photo de nous, on ressemblait à ces familles des photos libres de droit qu'on peut trouver sur Google. Mon mari est ingénieur et je suis professeur à l'université. Nous avions une belle maison en ville, nos enfants étaient en bonne santé et heureux. Nous avions même un Golden Retriever nommé Argo, comme si nous n'étions pas déjà l'image même du bonheur familial. Aujourd'hui, je ne supporte plus de regarder ces photos, car ça me met trop en colère. Quand mes jumelles sont nées, nous n'avons rencontré aucun problème à l'hôpital. Cependant, une fois rentrée à la maison, on a remarqué que l'une d'entre elles développait une éruption cutanée. Alors Lopé ne savait pas à quoi attribuer cela, et au début elle a simplement pensé que sa fille avait la peau sensible. Ce n'est qu'en allant chez son médecin qu'elle a appris que sa fille faisait une réaction allergique. Le problème c'est que tous les tests réalisés revenaient négatifs, donc impossible pour eux de savoir à quoi elle était allergique exactement.
Ça nous a pris 3 mois avant de trouver. Et pendant ce temps, ses réactions allergiques devenaient de pire en pire. À un moment donné, elle est même devenue le seul bébé dans l'histoire de l'hôpital à être gardé en chambre stérile, car elle semblait faire une réaction dès qu'elle en sortait. On a alors commencé un processus d'élimination. On a arrêté d'utiliser notre savon, notre shampoing, nos déodorants et nos détergents à lessive, avant de nous pencher sur notre alimentation. Il nous a fallu 3 mois, mais on a fini par trouver. Notre fille était allergique à la noix de coco. Lorsqu'on a trouvé à quoi elle était allergique, on a été immensément soulagés. Mais en plus de ça, j'ai été prise d'une crise de fou rire. J'ai ri si fort que j'en ai pleuré, au point que mon mari ne savait plus si je pleurais de soulagement ou de pur bonheur. Car vous voyez, je viens d'une culture où la noix de coco est presque vénérée. On la trouve dans notre cuisine, on rompt une noix de coco pour les événements religieux, elle est utilisée dans presque tous les desserts, elle est partout. Et la raison pour laquelle je riais, c'est à cause de mon aversion pour un usage particulier de la noix de coco. Quand j'étais gamine, à peu près jusqu'à ce que je sois en 4e, ma mère me mettait constamment de l'huile de coco dans les cheveux. Ça leur donnait un aspect super gras, je détestais ça. Et une fois que j'ai été assez grande pour me coiffer moi-même, je n'ai plus jamais remis ce truc dans mes cheveux. Et je riais si fort parce qu'évidemment, ma fille faisait une allergie sévère à la seule des choses que j'avais détestées toute ma vie. Lorsque nous avons raconté cela à ma mère, elle a ri elle aussi. Elle blaguait sur le fait que mon bébé avait dû m'entendre parler de ma haine pour l'huile de coco alors qu'elle était encore dans mon ventre et qu'elle avait décidé de détester ça elle aussi. Nous avons bien ri et nous en sommes restés là. Du moins, c'est ce que je pensais. La réditrice précise que la relation avec sa mère a toujours été assez conflictuelle. Elles s'entendent plutôt bien mais s'opposent carrément sur certains sujets, comme la politique ou encore le choix de carrière qu'a fait l'OP. En ce qui concerne l'éducation de mes enfants, ma mère était d'accord avec moi environ 99,9% du temps. Elle n'intervenait pas et respectait mes décisions, même si elle ne les approuvait pas toujours. Par exemple, j'ai choisi de ne pas élever mes enfants dans la religion, mais je les emmenais quand même aux événements communautaires pour qu'ils puissent comprendre leurs racines, et ma mère ne les a jamais poussés à prier. La seule chose sur laquelle ma mère revenait sans cesse, c'était cette histoire d'huile de coco. Vous voyez, mes filles ont des cheveux très texturés et bouclés. Leurs cheveux étaient un peu rêches, et ma mère insistait toujours en disant qu'un peu d'huile rendrait leurs boucles plus souples et mieux définies. Et moi, je disais toujours non. Bien sûr, on aurait pu utiliser un autre type d'huile, mais mes filles étaient toutes jeunes et l'allergie m'avait terrifié à l'idée d'intégrer de nouveaux éléments dans leur routine. Je me suis également assuré d'expliquer pourquoi à ma mère. Elle se souvenait de ce que nous avions vécu avec ma fille et son allergie. Elle m'avait plus d'une fois apporté de la nourriture et des vêtements à l'hôpital. Elle m'avait aidé à déplacer tous les meubles et tous les vêtements hors de la maison afin d'éliminer toutes les sources possibles d'allergènes. Elle m'avait même appris à cuisiner en éliminant complètement certains aliments de la nourriture des enfants. Elle savait tout de la lutte de ma fille. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu faire ce qui est arrivé ensuite. Et on arrive maintenant à la date du drame, le 2 novembre 2005. Ce jour-là, je donnais un examen de mi-semestre à mes étudiants et je devais rester dans mon laboratoire de recherche jusque tard dans la nuit. Mon mari était quant à lui en déplacement pour une conférence et notre nounou habituel avait la grippe, ce qui l'empêchait de garder les enfants. Donc j'ai demandé à ma mère qu'elle les prenne pour la journée. Mon fils avait presque 3 ans et les filles 1 an et demi. Ils étaient toujours revenus des séjours chez mes parents très contents et bien portants, donc je n'ai pas hésité à les laisser avec eux. Ils m'ont parlé au téléphone après le repas et puis vers 17h, on a fait un appel en visio. Les enfants étaient tous joyeux et en bonne santé. Je suis rentré vers 22h30 ce soir-là et j'ai appelé ma mère pour voir si les enfants étaient toujours debout et si je pouvais leur dire bonne nuit. J'avais raté les enfants d'environ 20 minutes, ils étaient déjà couchés. J'ai donc un peu parlé avec ma mère, mais elle se couche tôt elle aussi, donc nous avons raccroché et nous sommes allés nous coucher. Je me suis réveillé vers 5h le lendemain matin pour aller chercher mon mari à l'aéroport à 6h. Nous avions prévu de prendre le petit déjeuner ensemble puis d'aller chercher les enfants. J'ai récupéré mon mari et aucun de nous n'avait très faim, donc on a pensé qu'il serait agréable de récupérer d'abord les enfants et d'aller prendre un petit déjeuner ou brunch avec mes parents. Nous sommes arrivés chez mes parents à 7h45. Mais mes parents n'étaient pas là. Mon fils se trouvait chez les voisins et il est sorti en courant avec eux dès qu'il a vu son papa se garer. Il était hystérique et pleurait et je n'arrivais pas à le calmer. La voisine me dit qu'elle n'est pas sûre de ce qui se passe mais qu'une ambulance est passée chez mes parents à 6h et que mon père est venu les réveiller pour leur demander s'ils pouvaient surveiller mon fils quelques heures. À ce stade, j'appelle mes parents non-stop et je suis de plus en plus agité car je ne sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, je ne me souviens plus des détails, mais d'une manière ou d'une autre, on a déduit que l'ambulance venait d'un hôpital à proximité et on a commis plusieurs infractions au code de la route en essayant d'arriver là-bas. On est arrivé à l'hôpital, on s'est garé à l'entrée des urgences, on a laissé la voiture et couru à l'intérieur. Quelques infirmières nous ont immédiatement remarqué et demandé ce qui n'allait pas. J'étais plus calme que mon mari à ce moment-là, alors j'ai expliqué que je ne savais pas, mais que mes jumelles et mes parents étaient là quelque part. Je n'oublierai jamais le regard de cette infirmière. Elle savait exactement qui j'étais à cet instant et elle était sur le point de pleurer. Une autre infirmière nous a emmenés, mon mari et moi, dans une salle vide et nous a demandé de nous calmer et d'écouter le médecin avant d'aller retrouver ma famille.
Ma mère avait mis de l'huile de coco dans les cheveux de mes 2 filles le soir précédent, tandis qu'elles jouaient avant d'aller se coucher. Les filles adoraient quand ma mère les coiffait, elle lui avait donc demandé des tresses, et ma mère s'occupait de leurs cheveux. Ma mère a mis de l'huile de coco dans leurs cheveux, car cela rendrait les tresses plus lisses. Selon mon fils, ma fille aînée a commencé à se sentir un peu étourdie et à avoir des démangeaisons pendant que ma mère la coiffait. Alors elle lui a donné un peu de Benadryl pour enfants, ce qui l'a rendue somnolente. Vu qu'il était de toute façon presque l'heure de se coucher, les enfants sont partis au lit. Lui donner du Benadryl était quelque chose que nous faisions à chaque fois qu'elle avait une réaction allergique légère, car cela signifiait qu'elle avait accidentellement été en contact avec de la noix de coco en provenance d'une source secondaire. Nous la douchions également de la tête aux pieds immédiatement pour effacer toute trace résiduelle. Ma mère lui a simplement donné du Benadryl et a laissé l'huile de coco dans ses cheveux avant de la mettre au lit. Le Benadryl l'a rendue somnolente et incapable de se réveiller ou d'être suffisamment consciente pour réveiller son frère ou pleurer. Elle a vomi dans son sommeil et l'éruption s'est étendue sur tout son corps. Son petit corps était gonflé au double de sa taille. Elle s'est asphyxiée dans son sommeil, elle est morte douloureusement et lentement aux premières heures du matin. Ma mère l'a trouvée quand elle est allée voir les enfants le matin vers 7h. Elle était déjà morte à ce moment-là. Ma mère a crié, appelé mon père et c'est alors qu'ils sont partis à l'hôpital. Mon père ne savait pas pour l'huile de coco jusqu'à ce que ma mère lui explique et à ce jour, je n'ai jamais vu mon père aussi en colère. Il était incapable de regarder ma mère de fureur ou moi de honte quand il m'a vu à l'hôpital. Je ne peux même pas commencer à expliquer les émotions que mon mari et moi avons ressenties. Je me souviens d'avoir vu ma fille et d'être simplement dans le déni. Il n'était pas possible qu'elle soit partie, ça devait être un horrible, horrible cauchemar. Les jours suivants, les funérailles et les explications à mes autres enfants de ce qui s'était passé sont des événements dont je ne peux toujours pas parler aujourd'hui car cela brise une partie de mon être. Et franchement, cette histoire est tellement aberrante et dramatique. Comme le dit Lopé en introduction de son post, elle concerne une mère qui ne croit pas aux allergies et le prix payé à cause de ça. Ce qui est sûr, c'est que les allergies ne sont pas une histoire de croyance. D'après un article du Point paru en 2017, elles causeraient même entre 50 et 80 décès chaque année, rien qu'en France. Et derrière ces dizaines de victimes, combien d'histoires semblables à celles de Lopé ? C'est d'ailleurs précisément pour cela que les spécialistes insistent sur la nécessité d'informer et de faire de la prévention sur le sujet. Bref, pour en revenir à l'histoire de Lopé, elle explique que sa mère a fait l'objet d'une enquête, ainsi que tout le reste de sa famille. J'ai presque perdu la garde de mes enfants à cause des services de protection à l'enfance de mon pays, car ils pensaient que mes enfants étaient en danger. Ma mère n'a jamais été arrêtée. Mon père l'a quittée, bien qu'il ne soit pas officiellement divorcé. La majorité de la famille de ma mère refuse de lui parler, et les seuls qui lui parlent encore ne le font que de manière limitée. Elle vit actuellement seule dans une petite ville et tous les 2 mois environ, je reçois un appel de sa part pour me dire à quel point elle est désolée et comment elle n'a simplement pas réfléchi et pour me demander si je peux trouver un moyen de lui pardonner. Elle veut venir me voir. La seule chose que je trouve à lui dire, c'est « Tu pourras venir me voir quand tu me ramèneras ma fille avec toi ». Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 3 histoires. La plupart viennent de suggestions trouvées dans le fil qui discute de l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants. Et à ce propos, sachez que j'ai d'ores et déjà commencé à travailler sur la partie 5 de cet iceberg, que je publierai pour fêter les 100 000 abonnés sur la chaîne. À cette occasion d'ailleurs, je posterai non pas une, mais 2 vidéos. La première sera accessible directement sur YouTube, ici sur cette chaîne, et regroupera tous les posts que je n'avais pas encore inclus, mais qui peuvent être traités sans être trop censurés. La seconde vidéo, quant à elle, celle avec les pires posts de l'iceberg, sera publiée sur ma chaîne Odyssée. Car oui, à cause des sujets auxquels il touche, je ne pourrai pas la publier ici, c'est juste impossible. Je la partagerai sur Reddit et sur X, donc n'hésitez pas à m'y suivre si vous utilisez ces réseaux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.